Bonsoir les Itata et bienvenue dans Foc Causé, votre émission que vous connaissez maintenant depuis quelques mois, tous les jeudis soirs à 20h10 et en rediffusion sur Zitata. Ce soir, nous abordons un sujet qui divise, un sujet qui dérange, mais qui concerne toute la société. En effet, cette société dans laquelle nous évoluons, qui est très empreinte au jugement et à la condamnation, est très réticente au pardon. En effet, nous parlons ce soir de la réinsertion et de la réhabilitation. Ce soir, avec nos 4 invités, vers qui je me tourne et que je remercie d'être là, courageusement, à vous 4. Merci d'être là. Nous parlerons donc d'anciens détenus, nous parlerons de personnes tombées qui auraient sombré dans la délinquance ou encore dans l'addiction. Et nous tenterons de comprendre, quels que soient les jeunes en situation d'abandon ou de rupture, pourquoi et est-il possible aujourd'hui d'entrevoir une deuxième chance? Est-ce qu'il y a une deuxième chance possible? Vous répondrez-vous à la question? Et j'espère que vous aurez des réponses aux vôtres, à toutes les questions. D'ailleurs, la tribune digitale est intéressante ce soir. Je vous encourage à rester jusqu'au bout de cette émission avec nous. Alors, derrière chaque homme, chaque femme, on le sait, chaque homme et chaque femme qui essaye de reconstruire sa vie, il y a un certain nombre d'obstacles, parfois invisibles. Et parmi ces obstacles, on a la difficulté de trouver un logement, quand on a été en marge de la société pendant un temps, la difficulté de trouver un emploi, le regard de l'autre, et aussi, bien évidemment, la tentation de rechuter, de replonger dans la criminalité, dans l'addiction ou encore dans l'errance. Alors, nous savons qu'il y a une possibilité, cette deuxième chose dont on parlait. Vous allez en parler à l'instant, tout de suite. Je me tourne vers vous, Monsieur Eugène Jean-Michel Mangata. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, je vais utiliser, comme d'habitude, vos mots, vos propres mots pour vous décrire. Votre motto est « On peut revenir de tout, même de cet enfer, si on veut ». Si on veut. Vous avez évidemment un parcours d'errance que vous nous décrirez dans un instant. Cet enfer dont vous revenez, vous l'avez aussi mis en page et vous avez mis des mots sur cet enfer avec vos ouvrages, vos écrits. Vous nous en parlerez dans un instant. Et j'ai lu sur les réseaux, en tout cas sur Internet, quand j'ai cherché un petit peu ce que vous aviez fait depuis votre retour dans la société, on dira hors marginalisation, vous avez été guidé par le désir de vous décharger d'une mémoire devenue trop lourde. Exact. Je vous laisse la parole. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Bonjour. Alors, Eugène Jean-Michel Mangata, 20 ans d'errance et d'addiction, 13 ans, 3 mois et 22 jours d'abstinence. Voilà, aujourd'hui. Félicitations. Calculé, compté, voilà. Donc, alors l'errance avec la toxicomanie, bien sûr, avec l'addiction au crack, carrément, dans les rues de Fort-de-France. Et une vie compliquée, quoi, au départ. Et des moments vécus un peu dans le néant de tout, quoi. Vous nous avez justement ramené des photos sur lesquelles vous voudriez placer quelques mots. Eh bien, voilà, c'est une photo d'avant-après, en fait, et une photo que je me sers régulièrement, dont je me sers régulièrement pour mes témoignages, quand j'échange avec les gens, pour leur montrer que voilà qui j'étais et voilà jusqu'où j'ai pu arriver à ce jour. Donc, c'est pour leur dire que faut pas lâcher, il faut pas perdre espoir. Très voilà. bien, on en parle. Voilà, oui. Autant ceux qui sont dans la rue, mais surtout aussi pour leur famille. C'est surtout à l'attention des familles, parce que j'ai souvent des personnes, des mères de famille qui me disent merci pour ce que vous faites, je vous entends sur les réseaux et tout ça, puisque je suis assez présent sur les réseaux. Oui. Et c'est pour montrer aux gens qu'on peut revenir de tout, même de l'enfer, si on veut. Si on veut. Voilà. On reviendra sur ce si on veut dans un instant. Je me tourne vers vous, Monsieur Dimitri Solis. Merci à vous également d'être là. Vous êtes donc président de l'association Osez Briller. Vous nous en parlerez dans un instant. Vous êtes coach, vous faites du coaching pour les jeunes. Vous dites de vous que vous êtes un homme fort, puissant, impactant et qui brille. C'est ça. D'où le nom de l'association, j'imagine, Osez Briller. Donc, cette association qui existe depuis 2022, elle est localisée à Four-à-Chaux, au Lamentin. Exact. Et vous y organisez des coachings sous forme d'ateliers, des animations de vie de quartier, mais surtout, vous intervenez en milieu carcéral. Alors ça, c'est très important pour nous, quand on parle de réinsertion, avec des ateliers de développement personnel sur la gestion du stress et de la colère. Vous travaillez aussi avec la MILSEM,
pour Exact. accompagner les jeunes qui sortent de prison. Enfin, la liste est très longue de ce que vous m'avez envoyé. Et d'ailleurs, Oui. nous vous en félicitons. Vous êtes Merci jeune et beaucoup. vous faites partie de ces associations qui travaillent dans l'ombre, qu'on ne connaît pas, qui méritent justement d'être mises en lumière, ce que nous faisons ce soir, pour que Merci. vous nous expliquiez un petit peu ce que vous faites. Alors, qui est Dimitri Solis, déjà? Comme vous venez de le dire, un homme fort, puissant, inspirant, impactant et qui brille. D'accord. Ça, c'est qui je suis au-delà de mon nom et de mon prénom, parce que j'ai fait un travail qui m'a fait me connaître au-delà de mon nom et de mon prénom. Si je reste sur je suis Dimitri, ben, ça va me limiter, parce que le Dimitri d'avant, c'était un Dimitri timide, ultra réservé, Ah bon? turbulent, voilà. Donc, c'est ce travail que j'ai fait qui m'a permis de me dépasser aujourd'hui. Coach en développement personnel depuis maintenant 3 ans, et je suis revenu en Martinique il y a 2 ans pour pouvoir être en mission, on va dire ça comme ça. Je suis là en D'accord. mission pour pouvoir faire briller ceux qui ne savent pas ou qui n'osent pas briller. Mhm. D'accord. Vous Voilà. nous direz comment vous faites, quels sont vos moyens, vos ressources pour faire briller les autres, notamment dans le milieu carcéral. Merci pour ça. Je me tourne tout de suite vers vous, Monsieur Philippe Pérez de Cavassal, que certains d'entre vous, les Itata, vous reconnaîtrez, puisque vous êtes intervenu dans notre émission qui traitait de la santé mentale en Martinique. C'est bien ça. Bon, alors, d'ailleurs, cette émission, nous vous la devons, c'était votre idée, hein, initialement. On peut dire que vous vivez vraiment votre deuxième chance, n'est-ce pas? Vous avez 62 ans, vous êtes marié, vous êtes un alcoolique, vous dites de vous que vous êtes un alcoolique abstinent depuis 30 ans et un ancien addict au cannabis et au tabac. Après plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, suite à de fortes crises, vous avez été diagnostiqué bipolaire en 2001. Exact. Votre témoignage, il est touchant parce que ce sont ces épisodes en fait psychotiques qui vous ont porté préjudice et qui, sur le plan social, familial, et qui vous ont aussi fait réaliser qu'il y avait un problème. C'est cela, effectivement, je suis, comme vous l'avez dit, alcoolique abstinent depuis plus de 30 ans, 33 ans précisément. Mais polytoxicomane parce que je suis aussi tabagique, gros fumeur de tabac. J'ai ouvert 3 paquets de cigarettes par jour pendant près de 40 ans. J'ai fumé le cannabis pendant 44 ans. Et puis j'ai réussi à arrêter tout ça, quoi. Mhm. Et là, effectivement, je vis peut-être pas une deuxième chance, mais une nouvelle chance. Mhm. Et puis ça me permet de donner de l'aide à ceux qui en ont besoin. Alors je n'aide pas beaucoup de personnes, mais je choisis des cas particuliers, difficiles, et je les accompagne du début jusqu'à la fin. J'ai pu retrouver un travail à une occasion et j'ai la possibilité, d'après ce que certains disent, de coach de vie. Voilà. Donc voilà. D'accord, très bien. On reviendra vers vous dans un instant. On se tourne vers vous, Monsieur Steve Moreau. Alors, Monsieur Steve Moreau aussi, vous êtes un homme public. Vous êtes un ancien élu de la ville de Fort-de-France, une personnalité donc publique. Vous étiez en charge de la partie de tout ce qui était sécurité dans la ville. Et donc, vous avez eu évidemment affaire à cette problématique d'errance dans votre ville lors de vos actions. Alors, pouvez-vous nous en dire quelques mots? Quel est l'état aujourd'hui de cette situation actuellement? Alors déjà, dire que le sujet de l'errance, c'est un sujet qui est très compliqué, complexe, quelquefois difficile, qu'il faut traiter avec humanité, mais aussi pouvoir mettre un certain nombre de politiques publiques en exergue pour accompagner les personnes. Sur Fort-de-France, il y a à peu près entre 400 et 600 personnes qui sont concernées par les situations d'errance. Alors, toutes les personnes en situation d'errance n'ont pas les mêmes problématiques. Donc, ça veut dire que sur ces sujets-là, il faut pouvoir mettre en place un accompagnement global, avec plusieurs partenaires qui travaillent de concert pour aider les personnes et puis les aider à en sortir. Mais ce sont des sujets qui sont difficiles et qui peuvent être très longs, y compris parce que sortir de ces situations-là, ça peut demander du temps, ça demande beaucoup d'énergie. Et puis, ça a été dit tout à l'heure, un travail avec des partenaires, mais aussi avec les familles. Mhm. Et nous sommes confrontés à une réalité martiniquaise aussi, où les personnes sont souvent isolées, seules, et avec plusieurs problématiques, des problématiques de logement, d'addiction, des problématiques d'emploi, de rupture totale. Et ce n'est pas des sujets qui sont simples. Moi, j'ai appris à travailler vraiment avec les partenaires sur ces sujets-là, mais aussi de jour comme de nuit, parce que de nuit aussi, c'est encore plus difficile. On a une situation aussi d'addiction sur un certain nombre de drogues qui impactent lourdement les personnes qui sont en situation d'errance. Des problématiques aussi
liées à la santé, à des problématiques de psychiatrie. Et donc, c'est vrai qu'il faut travailler de concert, mais il faut vraiment avoir de la volonté et faire en sorte que les partenaires travaillent de concert sans préjuger des résultats qu'on va pouvoir obtenir. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des choses qui demandent du temps, qui demandent aussi des moyens, et sur lesquels les pouvoirs publics doivent être impliqués à fond. Et aujourd'hui, moi, ma problématique, c'est que je trouve que ces sujets-là ne sont pas suffisamment traités en profondeur. Et on souffre de ça aujourd'hui, d'accompagnement réel pour permettre à l'individu aussi de sortir et de pouvoir rebondir et pouvoir se réinsérer dans la société. C'est ça, que les téléspectateurs le sachent, nous avons lancé, pour préparer cette émission, plusieurs invitations à plusieurs organismes, mais malheureusement, certains ne pouvaient pas, cela ne correspondait pas avec la date que nous avions choisie, avec leur calendrier, mais nous avons lancé, et d'ailleurs, il n'est jamais trop tard, nous aurons certainement un deuxième volet, ce qui serait intéressant si possible, mais ma foi, le propre de l'émission, le nom de l'émission Faut causer, inclut aussi que nous ayons des témoignages de personnes qui aient vécu ces situations-là aussi. Donc à vous trois, j'ai une première question à poser. Vous m'excuserez, Monsieur Moreau, par rapport à votre passé, soit d'anciens délinquants, d'anciens détenus ou encore ayant connu l'addiction ou l'errance, la criminalité petite ou grande, etc. Comment c'était, comment avez-vous eu le déclic qu'il faut que vous vous en sortiez? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est quelqu'un qui est venu vous apporter une aide psychologique, économique, physique? Comment ça s'est passé? Alors la question est posée à vous trois, de toutes les façons, quel que soit l'ordre. Alors, pour moi, comment ça s'est passé? En fait, il y a eu un élément, il y a eu un événement déclencheur. Ça s'est passé le 23 décembre 2011. À l'époque, j'étais dans ma toxicomanie. Bon, déjà, ça tournait un peu dans ma tête. Hein. Je commençais à tourner en rond, à me rendre compte que ma consommation, c'était toujours pareil. Je commençais à m'ennuyer à l'intérieur de ma consommation. Et le 23 décembre, il y a les gars de la municipale, de la police municipale, qui sont venus avec un serrurier, avec un poste à souder. J'avais un squat près du marché de l'asile, sur le côté du marché de l'asile, là. Et ils sont venus et ils ont soudé la porte sur moi. La porte du squat sur moi, sans rien. Pendant que j'étais en train d'embarquer les marchandises et tout, je vois les gars, ils viennent, et puis ils soudent la porte sur moi et tout. Et bon, j'arrive quand même, comme il y avait des toilettes du marché juste à côté, j'arrive à grimper par derrière pour rentrer dans le squat quand même et tout. Et puis, je commence à réfléchir, à me dire, bon, Jean-Michel, cette année, tu vas avoir, en 2012, tu vas avoir 50 ans. Et ça fait 20 ans que tu es dans la rue ici et tout. Et toutes les personnes que je croise sur le marché, tout ça, ils étaient toujours à me dire « Ah ouais, mais t'es un gars intelligent, qu'est-ce que tu fais dans la rue ?» Toutes les personnes, ils me disaient « Ouais, parce qu'ils discutaient avec moi. » Et puis, vous voyez que j'avais des sujets de discussion, voilà, quoi. Donc, ils ne comprenaient pas qu'est-ce qu'un gars comme moi faisait dans la rue. Et je me suis dit « Jean-Michel, tu arrives à 50 ans. Si à 50 ans, arrive sur toi et que tu es encore en train de consommer, ça veut dire que toute ton intelligence, elle se sera transformée en bêtise. Comme on dit en créole, c'est couillon, raille couillon. Parce que tu ne peux pas avoir tout ça dans la tête et être encore là, à ça. Et je dis, si je ne sors pas de là maintenant, je ne vais pas sortir. Et puis, il y a un autre élément qui était quand même là depuis des années, hein, mais qui était, je dirais presque en filigrane. C'était que, en fait, quand j'ai commencé à consommer, il y avait certains gars qui étaient des dealers, qui me dealaient des choses, tout ça, qui ont fait des enfants, que j'avais vus tout petits, quand ils commençaient à aller à la maternelle, avec la mère, avec les mères, et puis je les ai vus grandir. Et j'ai commencé à les voir, ces enfants-là, grandir et devenir adolescents, et me vendre à moi de la drogue. Ah oui. Donc à un moment donné, ma conscience m'a rappelé, elle m'a dit que ces enfants-là, si moi je ne suis pas, ou des gens comme moi, ne sont pas là pour leur montrer dans leur relation avec leur père qu'il y a moyen de se faire de l'argent, eh bien peut-être qu'ils arrêteront. Si je leur montre qu'il y a moyen de faire autre chose, peut-être qu'ils arrêteront. Puisque finalement, depuis tout petit, quand ils passaient là avec leur mère ou qu'ils venaient voir leur père et tout ça, en train de dealer dans la rue, ils me voyaient à certains moments acheter des choses et tout. Et donc ils se sont dit, certainement qu'il y a moyen de faire de l'argent. Ils sont venus vendre dans la rue.
Donc moi, je me suis un peu senti responsable du fait que ces gars-là se sont mis à dealer parce que, par mes comportements, je leur ai donné envie de faire de l'argent C'est ça. finalement. C'est ça. Donc c'est un peu farfelu, ça peut paraître un peu farfelu comme raisonnement, mais je me suis appuyé sur ça. Non, c'est légitime, Voilà. tout à fait. Je me suis appuyé sur ça et j'ai dit, je vais faire quelque chose pour moi, quoi. Voilà. Après, moi, comme j'avais pas coupé les ponts, mais j'avais pas amarré en fait avec ma famille. Quand D'accord. je suis arrivé ici il y a 30 ans en Martinique, je n'ai pas voulu être un poids pour ma famille, donc je me suis pas rapproché d'eux. J'avais eu l'exemple en France des Antillais qui arrivent en France dans la famille et puis qu'au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, c'est devenu compliqué, ils se retrouvent à la rue et des trucs. Et moi, je voulais pas que ça m'arrive. Mhm. D'accord? Donc, chacun, à chaque fois, se renvoie la balle. Moi, je dis que oui, mais peut-être qu'on se renvoie la balle, mais à un moment donné, la balle est dans notre camp. Donc, moi, je n'ai pas voulu jouer ce jeu-là. J'ai préféré rester, faire mes affaires tout seul, quoi. Et j'ai pris sur moi de faire tout un travail qui m'a pris un certain nombre d'années. D'accord, Voilà. on reviendra à ça. D'accord. Monsieur Pérez de Carvassal, Alors, quant à vous. il y a quelque chose qui est assez commun parmi les gens que je compte. Mon principal problème Mhm, a été l'alcool. mhm. Et avec les gens qui ont eu ce problème-là, il y a quelque chose qui revient assez souvent, c'est la peur de perdre l'amour. Il y a quelque chose qui m'a fait, qui a été une sorte de déclic. C'est quand à un moment j'ai vu un regard dans les yeux de mon épouse Mhm. et j'ai compris que là, cette fois-ci, si elle s'en va, elle ne reviendra pas. Parce que à un moment donné, j'avais une lettre d'un médecin qui me voyait au 8e étage à Trinité pour me faire soigner. Je l'ai gardée, mon épouse est partie. Bon, elle n'aime pas quand je dis ça, mais elle a eu raison avec ses enfants. Elle a disparu. Et elle m'a fait la promesse de revenir si je me soigne. Elle est revenue et j'ai attendu encore un moment. Et un jour, elle m'a jeté un regard et j'ai compris que si elle repartait, c'était fini cette fois-ci. Et je suis allé, j'ai fait la démarche pour aller à Trinité, j'ai vu le médecin, j'ai fait ce qu'il fallait, quoi. Et il y a une deuxième déclic, quelque chose qui m'a fait comprendre qu'il fallait faire quelque chose, c'est un témoignage un ancien buveur. Il donne les raisons qui font qu'on peut boire. On boit quand il fait chaud, on boit quand il fait froid, on boit quand on est triste, on boit. Il y a toutes sortes de raisons et sont bonnes pour boire. Un jour, à 2 heures, il était déjà abstinent depuis 2 ans. Un jour, à 2 heures de l'après-midi, il a bu 2 whisky. 2 heures plus tard, il avait bu 2 bouteilles de whisky. J'ai compris à ce moment-là que il ne fallait pas que je perde l'habitude de boire, il fallait que je prenne l'habitude de ne pas boire. Oui, c'est un engrenage. Voilà. C'est ça. Et à ce moment-là, c'est parti. Vous vous êtes j'ai fait fait suivre et soigner. Voilà, Très c'est bien. ça. Monsieur Dimitri Solis, quant à vous, racontez-nous un petit peu votre parcours jusqu'au moment où vous vous êtes dit stop. Ah ouais, là, c'est très particulier parce que depuis très jeune, j'ai toujours voulu, entre guillemets, aller en prison. Pourquoi? Parce que dans le cadre dans lequel j'ai grandi, Mhm. donc à Fourage-sur-Lamentin, j'ai fréquenté les grands, et les grands, ils allaient qu'à la casse-prison. Donc c'était prison, femmes, drogue, fusil, violence. C'était, voilà, dans le contexte dans lequel j'ai grandi, même si j'allais à l'école. Donc j'allais à l'école, mais je fréquentais la cité. Mhm. Et je suis parti en France, j'ai eu mon bac pro, je ne sais pas comment, mais je l'ai eu. Donc il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Mhm. Donc je surfe sur la vie, je grandis. Et je me suis dit, bon, je pars en France, ça va faire une couverture étudiant, je vais monter avec de la drogue. Mais lorsque j'étais venu pour pouvoir récupérer la marchandise, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé de la tête de la personne qui devait me donner, il ne m'a pas donné. Donc je suis parti sans rien. Dieu merci, aujourd'hui, je dis à cette personne, ben, tu as bien suivi ton instinct. Comme j'ai dit, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Après, je me suis dit, bon, ça, c'est pas passé, ben, je vais quand même envoyer des choses en Martinique. Une fois, 2 fois, personne ne me paye. Je me suis dit, oula, pour que je ne puisse pas faire une connerie, parce que quand il s'agit d'argent, Mhm. d'investissement, le premier réflexe que nous avons, c'est ah, ma des sonnes, refais mon baguette. Donc je me suis dit, pour ne pas arriver jusqu'à là, je vais me ranger et je vais suivre mon petit traité quotidien qui est ben, la réinsertion. Bon, j'ai quand même fait 1 an au CFA Mhm. en France. Après, je me suis dit, bon, ben, c'est quoi le parcours classique pour pouvoir me réinsérer? J'ai discuté avec un membre de ma famille qui m'a fait venir en Haute-Savoie, à Annecy, Mhm. donc vraiment éloigné de tout, isolé. Et j'ai travaillé au McDonald's pendant 1 an. Donc,
qui dit McDonald's dit 3 mois de CDD, puis après CDI, fait un petit crédit pour acheter une voiture, Mhm. ce qui permet d'avoir un logement. Et puis, après, j'ai postulé à l'hôpital d'Annecy, dans la restauration. Mais on m'a dit de ne pas y aller parce que j'ai un casier judiciaire. J'ai fait des petites conneries en Martinique. J'ai postulé quand même. Et au final, j'ai réussi à gravir les échelons. Je suis rentré en tant que plongeur. Franchement, comme je finirai par de dire que chaque personne a leur destin, c'est écrit. Moi, j'ai surfé. Ça s'est passé comme ça pour moi. J'ai quitté la fonction publique il y a 3 ans en tant que fonctionnaire catégorie B, agent, technicien hospitalier. Donc j'avais un gros ventre comme ça, excusez-moi, mais c'est vrai. Mais pour vous montrer que l'image du fonctionnaire. Et ensuite, j'ai fait des formations de développement personnel qui m'a fait prendre conscience qu'au fait, tu as suivi des voies qui ne t'appartiennent pas. Donc c'était ma mère qui m'avait un peu guidé. Maintenant, tu es assez responsable. Donc travaille sur toi et cherche vraiment ton véritable toi. Ta mission. Voilà, exactement. Il n'y a pas eu vraiment d'événement déclencheur, en fait, Non, pour c'est vous. bon, C'est une ouais, réflexion qui a mené à ce changement de vie. Monsieur Moreau. Oui, en tout cas, de mon expérience, moi, sur le terrain, et quand je vais dans les quartiers, je rencontre plusieurs personnes, y compris celles qui sont en situation d'errance. Il y a toujours, en tout cas dans celles que j'ai pu rencontrer, l'événement déclencheur, quelquefois, c'est un tiers de confiance. C'est un tiers de confiance à qui on ne veut pas déplaire, qu'on ne veut pas décevoir. C'est ce que Et vous à un moment disiez. donné, on se dit, mais voilà, cette personne me fait confiance, je ne peux pas replonger. Alors, souvent, effectivement, et quelquefois plutôt, il y a de la rechute. Mais il y a toujours ce lien qui doit être là, avec la main tendue. Et c'est comme ça, en tout cas moi, des expériences que j'ai pu côtoyer, c'est comme ça que les personnes arrivent à s'en sortir, dans des temps longs parfois, mais il faut toujours qu'il y ait la main, la solidarité qui soit là, pour faire en sorte que la personne puisse trouver soit un travail, soit un logement, quelque chose qui va lui permettre de se raccrocher à la société. Et petit à petit, elle va s'en sortir. Mais ce qui me permet aussi de féliciter aussi un certain nombre de personnes qui s'engagent réellement, des partenaires, et qui vont au-delà des heures pour accompagner les personnes. Être là pour les écouter, leur dire maintenant, garde confiance, garde espoir, on est avec toi. Mais quand vous étiez sur le terrain, Monsieur Moreau, Oui. est-ce que vous aviez les moyens nécessaires pour aider ces personnes en errance, en situation d'errance? Alors les moyens manquent toujours de toute façon, parce que face à des phénomènes d'ampleur aussi importants, il n'y a jamais assez de moyens. On est aujourd'hui face à un État qui recule, et ça on le constate, y compris sur ces sujets-là. Par contre, ce qui est important, c'est la volonté humaine. Et quelquefois, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de moyens que vous ne pouvez pas agir. Parce qu'on est quelquefois dans des réseaux de partenaires où on arrive à trouver des solutions. D'accord. Comme je le disais, des fois ça peut être le logement, des fois ça peut être l'emploi. Mais ce petit quelque chose qui peut nous paraître simple, ben, c'est quelque chose d'hyper important pour celui qui est en situation de détresse à ce moment-là. Très bien. Formidable ce que vous dites. Je vais retourner vers vous, Monsieur Solis. Vous êtes passé de l'autre côté, on peut dire ça comme ça, d'anciens délinquants, aujourd'hui à acteurs, et aujourd'hui avec votre association Osez Briller. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement de cette association? Qu'est-ce que vous faites? À l'association, nous faisons beaucoup de choses. J'ai beaucoup de partenariats avec d'autres structures qui sont déjà implantées depuis des années sur le terrain. Parce que lorsque j'arrive avec l'association pour présenter des projets, on me dit que oui, vous n'avez pas assez d'expérience, etc. Donc, je suis obligé, entre guillemets, de me coller sur d'autres associations. Le milieu que j'ai toujours rêvé d'y aller et que j'y vais maintenant, c'est le milieu carcéral. Donc là, franchement, j'ai un amour inconditionnel pour la prison. Quand j'arrive là, je vibre, mais d'une puissance. C'est dû à quoi? Le Mon- fait d'aider l'autre? Non, c'est plus profond que ça. Parce que j'ai des personnes de mon entourage proche qui ont été par là, avec qui j'ai toujours... Il n'y avait pas de téléphone comme avant, bon, bref. C'était par courrier, j'avais toujours un lien avec des... On le rappelle, quand vous intervenez en milieu carcéral, c'est pour des ateliers, C'est ça. voilà, des ateliers de gestion de stress et de colère. Et vous avez beaucoup de détenus qui assistent à ces C'est ateliers? des programmes parce que j'interviens plus principalement avec l'ASL, l'Association Solidaire La Martinoise, qui est vraiment ancrée dans la réinsertion. Donc, eux, ils ont un programme de réinsertion avec les maraîchers. Donc, D'accord. une dizaine de jeunes, plus particulièrement 12. Donc, ils travaillent le matin.
Donc, ils sortent, ils font leur travail de maraîcher. Et l'après-midi, une fois par semaine, ils ont des ateliers avec moi. Et à ce moment-là, je les partage les outils, des tentes, Et des vous leur dites mutations. quoi pour les aider à imaginer un avenir hors prison, un peu qui brille justement, selon le nom Mais de c'est votre confiance association? quoi, en soi, Mhm. confiance en soi, des mots que eux ils savent même pas qu'est-ce que ça veut dire, parce que pour eux, avoir un fusil sur eux, ça dépend du public, mais majoritairement, protection égale fusil. Or, je peux leur faire comprendre que tu peux avoir confiance en toi, te sentir en sécurité sans arme à feu, porter tes bijoux sans arme, parce que Mhm. des fois, j'y vais volontairement avec mes bijoux à l'intérieur. Mhm. Ben, la première chose qu'ils me disent, ouais, là, je fais nous. Ok, Ouais, ça. Bon, on rigole, mais je leur fais comprendre que oui, mais dans ma vibration, dans ce que je ne dégage pas de la peur. Donc, si tu m'attends là, peut-être que mon laisseur va me dire, ah, ben fais à gauche, je vais aller à gauche. Peut-être que tu vas m'attendre là, mais je t'ai déjà contourné. Mhm. Ça, c'est s'écouter. Donc, c'est déjà vraiment notre travail. C'est vers ce travail de confiance et surtout d'amour propre que je D'amour, ah oui, partage mot avec très eux. important, c'est formidable ce que vous faites. Alors, messieurs, beaucoup de personnes disent que certaines personnes sont irrécupérables. On ne peut rien faire. Et d'autres pensent que tout le monde peut changer. Quelle est votre Alors, position, vous? alors moi, à ces personnes-là, j'ai envie de leur poser la question, sur quels critères vous vous basez pour avoir de telles assertions? Qui êtes-vous pour pouvoir juger que l'autre est irrécupérable? Sur quel, je dirais, piédestal vous vous installez Mhm. pour vous sentir assez supérieur et décider du devenir de quelqu'un? Sur quels critères? Êtes-vous Dieu? Êtes-vous des faiseurs d'hommes? Je ne sais pas. Parce que la vie des gens n'appartient qu'à ceux qui la vivent. Et donc, je trouve que c'est un peu facile d'avoir ce genre de raisonnement. En général, ces personnes, elles ont une façon de voir les choses, elles sont souvent imbues de leur personne. C'est ça. Et Donc, elles s'imaginent déjà positionnées, placées et à l'abri de tout. Elles oublient une chose, mhm. c'est que la vie, c'est juste la vie. Et comme on dit, c'est une roue qui tourne. Tantôt on est en bas, tantôt on est en haut. Et si on est mal arrimé, ou si quelqu'un qui nous arrime, puisque c'est une chaîne d'arrimage, a, je dirais, l'absence d'esprit de nous lâcher au moment où on est en haut, la chute. Et plus on est haut, plus on chute. Quand on chute, la descente, elle est vertigineuse. Mhm. C'est clair. Voilà. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ah, ça C'est n'arrive ça. pas La qu'aux autres. personne qui Ça n'arrive pas qu'aux dit autres. que ça. Voilà. Et ça me rappelle ce que tu disais. On peut avoir plusieurs rechutes. Je connais des gens qui ont fait 10 cures, et puis qui, à la 11e cure, se sont arrêtés de boire et qui, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'ils ne boivent plus. Ah. Ça n'arrive pas qu'aux autres et il n'y a rien d'impossible. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand moi j'ai arrêté, le 2 janvier, je suis monté à Clarac pour aller commencer un travail de cure en fait. Donc j'ai commencé un ambulatoire. Donc je montais le mardi et le jeudi. Et le reste du temps, je faisais mes jobs sur le marché, mais je restais dans mon ghetto, j'évitais de sortir pour éviter d'avoir envie de consommer. Et les gens, ils me disaient, mais toi, mais tu vas pas tenir. En plus, ou pas ni famille, ou pas ni personne, tu as rien et tout, je te donne 15 jours avant. Et un jour, il y en a un, même, il est venu, il dit, toi, tu vas t'arrêter, je te donne. Et puis, il a pris un gros morceau de caillou. Il a dit, me ramène un morceau, je constate devant moi, ramène mon truc, ou pas qu'à arrêter. Ça fait 13 ans, 3 mois et 22 jours aujourd'hui que j'ai rien mis dans ma bouche. J'ai arrêté le même jour le tabac et le crack, le 2 janvier. Une question de volonté. Oui, question de volonté. Je suis sorti de chez moi, je suis arrivé à la boulangerie, à la Grand Japin. Il y avait un gars qui m'a demandé une cigarette. J'ai ouvert la banane, j'ai trouvé ma pipe, j'ai trouvé le briquet, la cigarette. J'avais un morceau de cocaïne aussi, un morceau de crack. Et ceux qui consomment ou qui savent, ils savent bien que quand on est jumpy, qu'on est consommateur, on ne dort pas avec ça. C'est-à-dire que tant qu'on en a, on fume. C'est très rare qu'on arrive à se réveiller avec quelque chose à fumer. Et j'arrivais quand même, Mhm. parce que j'avais trouvé mon rythme. Et le gars m'a demandé une cigarette, je suis sorti, j'ai tout donné. Je n'ai pas réfléchi, je lui ai tout. Et de ce jour-là, j'ai tout arrêté. C'est une volonté qu'on va chercher à l'intérieur de soi. C'est ça, c'est Voilà. ça. C'est pas C'est- évident. Hein? Non, non. Alors, Monsieur Moreau, quel rôle jouent les institutions Ben, les dans la institutions, réinsertion, la réhabilitation? déjà, elles sont là pour ça.
pour accompagner les personnes qui sont dans ces situations-là vers une réinsertion. Je veux juste dire deux choses avant de réagir par rapport à votre question. La première, c'est féliciter tous ceux qui s'engagent dans le milieu des associations. Je crois que dans ce pays, on ne valorise pas assez ça, le bénévolat et les associations qui s'engagent. Exact. Ça, c'est très important parce qu'on a un maillage du territoire et un tissu associatif aujourd'hui qui est bien, mais on peut aller beaucoup plus loin et en avoir beaucoup plus qui s'engagent. Mais pour ça, il faut leur donner les moyens, les encourager et réellement les accompagner. Il y a bon nombre d'associations, des fois, qui cherchent des locaux, qui cherchent des moyens qu'ils ne trouvent pas aujourd'hui. Je pense qu'il faut effectivement que les collectivités, l'État, tout le monde joue son rôle et mette les moyens qu'il faut. Deuxièmement, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, le rôle, bien entendu, c'est de faire en sorte, effectivement, qu'il y ait un maillage suffisamment fort des partenaires pour que la réinsertion joue son rôle. Mais aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, on a un certain nombre de partenaires qui ne se parlent pas suffisamment, qui ne sont pas suffisamment dans le même objectif, ou alors qui font des réunions pour faire des réunions. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il faut considérer que la situation des personnes en situation d'errance, ça doit être une priorité aujourd'hui. C'est pas que, tout à l'heure on a parlé, je suis un ancien élu de la sécurité, mais ce n'est pas que sur le domaine de la sécurité qu'il faut aborder ça, c'est aussi sur le domaine de la santé. Il y a des personnes qui ont du mal aujourd'hui à se faire soigner, toutes celles qui sont en addiction. Il faut aujourd'hui qu'il y ait des centres de soins pour qu'on puisse avoir des personnes qui se fassent soigner et qui ressortent de ces centres de soins soignés et plus dans des situations d'addiction, parce que ça, c'est ce qui nous porte beaucoup préjudice aujourd'hui. C'est ça. Alors monsieur Moreau, je vous remercie énormément pour ce que vous avez apporté comme éclaircissement pour nous et les téléspectateurs. Nous allons malheureusement vous demander de laisser la place aussi à une personne qui apportera le reste des éclaircissements nécessaires à la réponse que nous cherchons à la question posée du jour, sur la partie judiciaire en tout cas, qui est Maître Chantal Hounordé, que nous allons accueillir dans un instant, sans oublier de vous remercier encore une fois. Vraiment, merci beaucoup. Nous reviendrons dans une seconde. Maître Chantal Hounordé, merci à vous d'être là ce soir et d'apporter, comme je disais tout à l'heure, quelques éclaircissements. Alors, je rappelle que vous êtes avocate à la barre on dit en Martinique, voilà, c'est ça? Au barreau de Martinique. Au barreau de Martinique, c'est ça? Voilà, et vous intervenez dans le droit pénal. Notamment. Alors, je fais tout de suite la liaison avec ce que disait M. Solis tout à l'heure quand il parlait qu'il ne pouvait pas postuler à n'importe quel poste parce que, justement, il avait un casier judiciaire. Alors, comment ça se passe pour les anciens détenus qui veulent justement se réinsérer dans la vie professionnelle et qui butent contre ce fameux casier judiciaire là? Alors, c'est vrai que ça peut présenter une difficulté, mais il faut se dire que ce n'est pas une fatalité, parce qu'il y a des dispositifs qui permettent justement, soit lorsqu'on va comparaître devant une juridiction avant même que la peine ne soit prononcée par la juridiction, si on prouve qu'on est déjà dans un corps de métier, dans un secteur qui exige qu'il n'y ait pas de mention d'inscription de condamnation au casier judiciaire, on peut d'emblée demander, avant même que le tribunal ne prenne sa décision, qu'il y ait une dispense d'inscription de la décision au casier judiciaire. Donc ça, c'est une première chose, mais parfois ça peut être postérieur. Par exemple, on peut avoir été jugé, purger une peine d'emprisonnement ferme et ensuite avoir une opportunité. Et là, on se heurte à la question de présenter un casier judiciaire vierge. Donc, et il n'est toujours pas trop tard dans la mesure où il est toujours possible, à tout moment, de ressaisir la juridiction qui vous a condamné pour dire, écoutez, maintenant, je suis dans une situation où j'ai des pièces permettant de vous dire que je veux soit passer un concours, soit intégrer une fonction dans la sécurité où on exige qu'il n'y ait pas de mention au casier, et à ce moment-là, faire une requête pour que cette mention soit ôtée du bulletin numéro 2 du casier judiciaire, c'est-à-dire de la partie du casier qui sera accessible et qui pourra être communiquée à des tiers. Donc même si cette inscription va toujours demeurer sur le bulletin numéro 1 qui reste seulement au tribunal, donc inaccessible à personne, mais la partie du casier, le bulletin qui sera communiqué aux tiers, ne portera pas trace de condamnation. Donc ce n'est pas une fatalité, il y a moyen donc de saisir et de faire ôter la mention. Elle ne reste pas comme une lettre écarlate à vie. Une mention à vie inscrite avec le sang sur qu'on ne pourrait pas ôter en tout état de cause. D'accord. Et Maître, une autre question avant de continuer à donner la parole à nos invités. Est-ce que selon vous, la justice fait ce qu'il faut pour la réhabilitation des anciens détenus?
C'est une vaste question. On est en marche, donc on ne peut pas dire que nous nous situons dans la situation qui existait il y a 20, 30, 40 ans, puisqu'il y a pas mal de réformes. Il y a plusieurs réformes qui poussent à l'obligation à la réinsertion par le travail déjà dès le centre pénitentiaire. Hein. Donc récemment d'ailleurs, le gouvernement tend à faire évoluer la situation du travailleur dans le cadre du centre pénitentiaire qui n'avait pas les mêmes droits que ceux qui sont à l'extérieur en contrat de travail en bonne et due forme, etc. Donc il y a quand même des dispositions qui tendent à améliorer. Pourquoi Parce qu'on se rend compte que les personnes qui récidivent sont celles qui n'ont pas pu se réinsérer. Ça, c'est des chiffres constants. Ce sont des chiffres constants et en réalité, réinsérer, c'est lutter contre la récidive, c'est finalement contribuer à diminuer tout ce qui est autour de la criminalité, de la délinquance, parce que quelqu'un d'inséré socialement, donc professionnellement, affectivement, avec une occupation et quelqu'un qui retrouve sa vie et sa place dans la société, sera moins enclin à récidiver, donc de nouveau commettre des infractions qui vont le conduire en détention. Donc il y a le service pénitentiaire d'insertion et de probation, donc le fameux SPIP, dont le rôle est d'accompagner d'ailleurs ces détenus vers la réinsertion. Donc on est en marche parce qu'il y a eu des réformes qui poussent à le faire et qui dotent les institutions de moyens pour le faire, mais il faut avouer qu'on n'y est pas encore totalement parce que dans la société aussi, il faut des personnes qui tendent la main, qui embauchent, qui acceptent de recueillir ces personnes-là. Donc, et lutter aussi contre certaines mentalités, donc certains a priori. Donc il y a des réformes pour, mais on n'est pas au bout. D'accord. Ouais, après, Monsieur Solis nous en dira quelques mots, mais est-ce qu'il y a aussi des erreurs que commettent les anciens détenus quand ils sortent de prison par rapport à leur recherche, la réhabilitation? Alors, il faut être transparent. Alors, les erreurs, donc peut-être, c'est vrai qu'on peut vouloir cacher. Quand ça complique un peu, des erreurs qui compliquent la réhabilitation, hein, il y en a certainement. De la part des détenus, C'est ça, vous voulez oui, dire, oui. dans le cadre. Alors, donc, où se tourner? Alors, le problème, c'est que lorsqu'on sort, donc, dans le cadre de la réhabilitation, bon, ben, les détenus se heurtent aux difficultés de logement, tout, c'est-à-dire où aller, le relationnel, parce que pour être réhabilité, déjà, il y a le lien social a été maintenu avec la famille, par exemple, il faut déjà avoir des personnes qui vous recueillent, qui acceptent de maintenir des liens. Donc, comment se présenter donc, lorsqu'on sort de la détention? Bien évidemment, donc, montrer qu'on a envie de se réinsérer, de ne pas reproduire les mêmes erreurs, ne pas effrayer l'autre, mais il y a aussi le fait de ne pas se replier sur soi-même. Donc, il faut avoir été formé. Est-ce que les personnes qui sortent commettent des erreurs parce qu'elles ne savent pas faire, parce qu'on ne leur a pas montré comment faire? Ou un manque d'accompagnement. Voilà, il faut être accompagné pour pouvoir faire des CV déposés, savoir à quelle porte, vers qui se tourner. Se réinsérer, c'est aussi, ça dépend de la politique pénale, hein, donc en réalité qui est menée. Est-ce qu'on propose des alternatives finalement à la détention? Il y a des dispositifs qui existent lorsqu'on permet à un moment donné de se dire, bon, vous pouvez sortir, vous avez une peine à purger, mais il y a moyen. Il y a un juge d'application des peines, dont c'est la compétence principalement, qui aura pour mission de se dire, certes, vous devez faire une peine de détention, mais est-ce qu'il y a moyen de faire différemment? Est-ce qu'il y a des mesures alternatives? Et est-ce que si je vous mets des obligations avec, par exemple, un placement sous surveillance électronique, mais avec des obligations de travailler, de respecter des horaires, est-ce que vous allez les respecter? Les erreurs dont vous parlez peuvent consister à cette personne qui sort et dans le feu de l'action et dans l'euphorie de la sortie, à ne pas respecter le cadre qui lui a été proposé pour pouvoir être à l'extérieur. Et à ce moment-là, quand on ne respecte pas ce cadre-là, la chance qui a été donnée de transformer une peine de détention ferme en autre chose, elle vous est retirée parce qu'il y a une violation des obligations de travailler, d'indemniser la victime, par exemple, de respecter les horaires qu'on vous donne. Et il y a des incidents qui font qu'à un moment donné, à répétition, on ne permet plus à cette personne d'avoir des mesures alternatives. Souvent, d'ailleurs, dans votre motto, vous dites « si on le veut ». Souvent, on entend cette phrase « il suffit d'en vouloir ». Est-ce que c'est aussi facile, Monsieur Mangata? Alors, vouloir, c'est facile. L'important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut. Parce qu'en fait, on ne vit pas sans, on vit après. Donc, comment dirais-je, ça accompagne la construction. En fait, il n'y a pas de reconstruction, c'est une construction permanente. Une fois qu'on a passé ce cap-là, on va vers autre chose, mais ça reste toujours comme notre bagage. On a ce passé, on a ce bout de notre histoire qui existe et qui nous fait exister, et il faut apprendre à vivre avec ça
sans pour autant l'imposer aux autres, mais faire en sorte qu'ils puissent le comprendre et l'accepter. Donc c'est toujours compliqué, mais il faut mettre des choses dans ce vouloir. On va s'en sortir, pourquoi faire? Qu'est-ce que je vais construire après? Surtout en ce qui concerne l'addiction, c'est compliqué parce que les gens, ils ont 10, 15, 20, 30 ans d'addiction. 30 ans de désocialisation, à ne pas avoir d'horaire, à ne pas avoir d'hygiène, à ne pas avoir tout ce qui fait une vie qu'on dit normalisée. Et c'est compliqué, des fois même, on pourrait croire impossible, de reconstruire une normalité pour ces gens-là qui n'ont pas d'habitude de vie. On ne va pas remettre une personne, même les personnes qui sortent de prison, ils sortent de prison, on veut les faire travailler, alors qu'on oublie qu'avant la prison, ils étaient déjà en état de désocialisation. Et souvent de fois, par opposition à tout ce qui pouvait leur rappeler l'autorité. Les contraintes horaires, les contraintes de travail, les directives, ils confondent les directives de travail avec des ordres, ils n'aiment pas les ordres, donc ils sont dans l'opposition sociale, ils se retrouvent en prison, ils sont là dans l'obéissance contrainte, puisque c'est là, on les fait sortir de prison et on leur demande d'avoir des habitudes qu'ils n'ont pas, en fait. Et comment on fait? Comment on fait? On tentera de répondre à la question. En répondant à la question de la tribune digitale, vous comprendrez le lien tout de suite. Tribune digitale. Alors, la tribune digitale, la question du téléspectateur est la suivante. Pensez-vous que la prison, et la question est aussi pour vous, Monsieur Solis, ne pensez-vous pas plutôt que la prison fabrique, je l'ai écrite de mes doigts de fée, désolé, fabrique justement de meilleurs criminels? Mais bien sûr, classique. Classique, oui. Je connais qui rentrent voleurs et qui ressortent Tueurs. gros délinquants, même pas tueurs, gros délinquants. Oui, classique. Pour moi, c'est... Ouais. Vous êtes Oui, d'accord classique. avec ça? Donc, Alors en fait, là où je suis encore plus la d'accord... prison, initialement, juste pour là où je préciser, suis- là on où est je censé suis encore y plus d'accord, c'est qu'aujourd'hui, moi je rencontre dans la rue des gars qui étaient dealers, qui ont été en prison, et qui après la prison n'ont pas retrouvé le moyen de s'installer dans la société, et qui sont devenus toxicomanes, voire errants au possible. Ah oui. Donc la prison ne fabrique rien de bon telle qu'elle est conçue aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, maître Alors, Chantal je ne Dumont? dis pas, attention, je ne dis pas ce qui a été mis en place de manière administrative. Je parle au niveau du vivre ensemble. Oui, c'est ça. Dans la cellule, parce que quand ils sont entre eux, ils s'apprennent à ne pas faire les erreurs qui ont fait qu'ils se sont retrouvés en prison. C'est ça. Donc finalement, ils s'apprennent à affiner leur truc pour pouvoir faire la prison. Et puis, comment dirais-je, ça reste pour eux leur meilleure option, en fait, de sortir et de ne pas se refaire rattraper. D'où Voilà. les taux élevés de récidive. Donc, la réinsertion, réhabilitation, quid de la réhabilitation quand on entend ça, maître Chantal C'est Dumont? cela, c'est-à-dire que le taux de récidive, c'est le corollaire de l'absence de réinsertion et de réhabilitation. C'est ça. Pas d'insertion, pas de réhabilitation égale récidive. C'est ça. Dans 60% des cas, à peu près. Alors, c'est vrai que la sanction, c'est censé être la privation de liberté, puisque, bon, on cherche une solution, on se dit, bon, il y a, la société a été troublée, voilà, on a fait quelque chose, il y a une infraction qui a été commise et qui trouble la société. Qu'est-ce qu'on apporte comme réponse? Tout ce qu'on a pu apporter comme réponse, c'est ôter. Alors, c'est ça le paradoxe. On note l'auteur de la société, de la vie sociale, parce qu'on préserve la société et on le met en quelque part en quarantaine et on le prive de liberté. Mais sanction, c'est privation de liberté, mais c'est pas la privation de vie, en fait, en réalité. Il faut pas confondre. On est privé de liberté, on est coupé du monde extérieur à un moment donné, mais lorsqu'on en est privé, ben, il y a quelque chose qui doit s'organiser dans le cadre du centre pénitentiaire. Il y a le droit pénitentiaire et le but, c'est pas non plus, on n'est pas au bagne. Donc, en réalité, cette vie sociale devrait s'organiser et c'est la raison pour laquelle il devrait y avoir, en tout cas, il y a en principe moyen de travailler, moyen d'être formé, moyen d'avoir une vie ne serait-ce que spirituelle. Vous avez des aumôniers qui passent, vous avez les cultes de toute confession qui sont censés être là. Donc, on est censé pouvoir, justement, pour éviter d'être à la formation de la criminalité, parce que de fait, on se retrouve avec des personnes qui ont peut-être un parcours plus grave que celui qu'on avait. Donc, lorsqu'on répartit des personnes dans des UV, voilà, donc il faudrait peut-être faire attention à qui
on met avec qui. Donc ça aussi, c'est aussi une réflexion à avoir. Mais lorsqu'on est occupé, qu'on a une vie pénitentiaire qui est censée fonctionner avec tout ce qu'elle devrait, le travail, la formation et le reste, ça devrait permettre d'être occupé, de ne pas pouvoir le faire. Donc ce n'est pas voulu, mais il faut avouer que de fait, c'est aussi une réalité parfois. Si je peux me le permettre, Mais bien sûr. ça dépend des gens. Mhm. Je connais qui ont fait 3 mois, ils se sont dit, plus jamais je retourne là, ils se sont rangés. Hein. Mhm. Donc ça dépend des gens. Voilà. Qu'est-ce que vous dites au sein de votre association aux Ébriers à ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'issue? Que de toutes les façons, Marguerite tombée à dents, pas ni rien, voilà. Je viens avec l'association aux Ébriers avec un regard visionnaire et des choses qui n'existent pas. On crée. Par exemple, lorsque je suis arrivé au centre pénitentiaire de Ducos, je parle de réinsertion personnelle avant de parler de réinsertion dans la vie de tous les jours. Parce que, comme ils l'ont partagé les invités, vous allez parler de travail, mais ils ne savent même pas se réveiller le matin, par exemple. L'autorité. C'est ce que vous disiez. Donc, c'est un travail plus profond. Moi, je préfère viser le cœur directement. Mhm. Lorsque j'arrive devant eux, ils vont, voilà, la carapace, je connais. Moi-même, j'ai fait le travail de briser cette carapace-là, donc qui est l'ego, pour pouvoir parler avec son cœur, d'être vulnérable. Donc, mon but, c'est que la vulnérabilité soit une force, pas une faiblesse. Donc, frère, la prison est dure, pleure. Viens, on pleure ensemble. Montrer, oui, j'ai fait la prison sur le seul pied, j'ai tout ce qu'il faut. C'est pas vrai, arrête de mentir. Parce que lorsque les gars font la fête dehors, tu entends ça par les biens que tu as, tu pleures. Ça te fait quelque chose là. À quel moment que tu nous parles vraiment, tu t'exprimes vraiment avec le cœur pour nous dire que ça va pas au fait. Et à ce moment-là, lorsque tu arrives à aller là, on commence à travailler. Mais si l'ego, il est présent. Donc quand je parle d'ego, je touche vraiment le côté où, oui, les gars, ils s'énervent parce que je vais titiller là où ça fait mal. Personne n'y va là, tu n'autorises personne à y aller. Donc moi, je t'invite à y aller. C'est la même chose avec les personnes qui sont en errance. Moi, alors, je prépare une formation de médiateur. Alors, c'est MSADS, médiateur social, accès au droit au service. Et là, je viens de faire une période en entreprise avec l'ACIS. En tant que dans ma vie d'errant, j'ai vu l'ACIS arriver sur la scène et je l'ai vu arriver maintenant et je vois qu'ils font un travail extraordinaire. Il n'y a pas que l'ACIS, il y a d'autres structures. Il y a ce qui se fait au milieu carcéral, il y a ce qui se fait au milieu médical, comme à Clarac, à Saint-Esprit, tout ça. Il y a des structures, il y a des entités qui travaillent. Je crois que le problème que nous avons dans notre société, notamment dans notre société martiniquaise, c'est que tout le monde travaille en même temps, mais personne ne travaille ensemble. Donc des fois, il y a doublon. Parce que deux entités vont faire le même travail sur l'individu, et à un moment donné, à une autre étape, l'individu ne va rien trouver pour se maintenir dans son chemin de vie. Donc quand il est dans cet inconnu qu'il ne connaît pas, qui lui fait peur, il va systématiquement retourner vers sa zone de confort, vers ce qui est... Et d'où la récidive. Ou la rechute. La rechute, Parce que c'est ça. quand c'est la prison, c'est la récidive, mais quand c'est l'errance, quand c'est l'addiction, c'est la rechute. C'est ça. Oui, Allez-y, monsieur. Oui, c'est par Pérez de rapport au Cabessal. terme même de réhabilitation. Je me rends compte avec ce que tu dis, ce que machin, c'est pas... À la limite, c'est même pas de la réhabilitation, c'est de l'habilitation parce que je parle de moi. Oui. J'ai commencé à boire, j'ai commencé à être déviant quand j'étais encore adolescent. J'étais pas encore j'étais pas encore un adulte. J'ai bu, j'ai grandi étant comme ça. Et quand je me suis arrêté, je ne peux pas dire que je redeviens celui que j'avais été, puisque comme tu dis, on progresse, on vit avec ce qu'on est, machin. Et à ce niveau-là, je dis, c'est une question de volonté, mais pas que. Parce que je me dis que la volonté ne peut pas s'employer. Le mot volonté ne peut pas s'employer seul. De la même manière que la volonté en elle-même ne peut pas suffire à elle seule. Il faut parce que la volonté, celle qu'on a à 8 h le matin, c'est pas celle qu'on a à 16 h l'après-midi. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui se passent. La volonté, c'est croire en soi et se sentir capable de faire des choses. Faire capable de choses comme, par exemple, moi, mes bouquins. Voilà. Moi, je ne suis pas un écrivain à l'origine, d'accord. Et un jour, je me suis mis à écrire et en plus, j'ai un parcours scolaire catastrophique. D'accord. Je n'ai pas fait le collège, j'ai fait à peine 1 an et demi de lycée. Et donc, et malgré ça, à travers mon errance et à travers tout ça, je sentais que j'avais des choses à dire pour me libérer.
pour déposer des choses, mais aussi pour montrer aux gens que on peut penser que l'on n'existe pas parce que on n'a rien pour exister, alors qu'en fait, on a soi pour exister. Moi, ça s'est fait à travers l'écriture. Ça, c'est mon dernier roman. C'est un roman qui est paru aux éditions L'Harmattan qui s'appelle Du soleil et des larmes. C'est une fiction qui se passe Montez-le en un Martinique. peu plus haut, qu'on Voilà. le voit. Voilà, Voilà. comme ça, d'accord, Mhm. voilà. Et celui-là, c'est le premier, il s'appelle Le Chinois bleu. Voilà, Le Chinois bleu. Voilà, et ça raconte mon enfance en France, et puis ce qui a fait que je me suis retrouvé dans l'errance, parce qu'en fait, c'était un chemin classique qu'on retrouve encore ici, c'est-à-dire l'assistance publique, les foyers, les internats, et puis... Ah oui, vous avez connu En même tout ça. temps, c'est pas, il n'y a pas que ce chemin-là Non. pour marcher parce qu'on peut. Il y a pas, Ouais. ça n'arrive pas qu'aux Non, autres. non, quoi. non, On peut oui, avoir oui, une fois, oui, voilà, oui, on oui, peut avoir oui. fait plusieurs années d'études après son bac et puis se retrouver alcoolique. Il n'y a pas un profil type. Il n'y a pas un Il y profil a, type. il y a ça arrive autant à de n'importe profils qui, que ce ouais. qu'il y a Voilà. d'addicts. Il y a autant de profils que ce qu'il y a de prisonniers. C'est ça. Voilà, Eh ben, c'est écoutez, ça nous permettra justement de conclure cette émission. On ne partira pas sans vous laisser la possibilité à chacun d'entre vous de répondre à la question. Deuxième chance possible ou pas Maître Chantal Honoré, est-il possible de vivre une seconde vie Absolument, j'ai envie de après dire, ce n'est même pas une question, c'est une obligation C'est de, une- de deuxième sens, forcément. J'ai envie de dire, et même troisième, quatrième, Voilà, si je nécessaire. Mhm. À chaque fois qu'on chute, de se relever, il y a des moyens. Il y a des moyens, donc au-delà même du judiciaire et du cadre légal. Donc la volonté dont il a été question, s'éloigner des tentations. J'ai vu des parcours en tant que professionnel de personnes qui ont été condamnées, qui ont eu une vie chaotique, se relever, faire les bons choix à un moment donné, la prise de conscience, être bien entouré, tant de professionnels que de famille, de liens sociaux. Donc c'est un impératif et pour soi-même, pour les personnes, mais aussi collectivement pour les autres. pour les Super. autres. Alors, Monsieur Mangata. je serais Courtement, subtil. si Oui, possible. je serais subtil, je dirais, on n'a pas de deuxième chance parce qu'on est notre deuxième chance. Je pense que C'est clair. parole coup de fini vite. Absolument. Oui, c'est une chance supplémentaire. Quel que soit le nombre, il va avoir une chance supplémentaire à chaque fois et il y a possibilité de se relever à chaque fois qu'on tombe. Et n'oublions pas, quand on se relève, on est meilleur que celui qui n'est jamais tombé. Que de bons mots ce soir. Alors, dites-moi, monsieur, dites-nous, monsieur Tout Solis. est possible à celui qui ose. Point. Et qui quoi Et qui brille. Et qui croit. Et qui croit et qui brille. Qui croit et qui brille. Voilà, chers citateurs, merci de nous avoir suivis. Merci à vous quatre d'avoir De rien. porté de Merci. l'espoir ce Merci. soir dans cette émission, d'apporter de Merci. l'espoir chez vous. Nous espérons que vous en avez plein. Jusqu'à jeudi prochain. À très bientôt. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Merci.